Merci beaucoup, Antoine, et merci aux autres panélistes. Je suis super excité de vous parler aujourd'hui. C'est intéressant. C'est la première fois, évidemment, que ma présentation est entre une présentation sur le cannabis et une sur l'alcool. Mais en y repensant ce matin, je me suis dit, ben, il y a quand même des liens parce que l'alcool et le cannabis, il y a des aspects ludiques, évidemment, mais il y a aussi des aspects thérapeutiques. Et puis, je pense aux forêts de la même façon. Ludique, c'est sûr, j'adore aller en forêt. Mais aussi, il y a des aspects thérapeutiques. On parle de la sylvothérapie. En anglais, on appelle ça du forest bathing. Je pratique ça avec ma blonde quand, à la fin d'une longue journée de Zoom. On s'en va dans la forêt, on marche dans la forêt, puis c'est tout à fait revitalisant. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos projets en génomique pour la protection des forêts, puis je vais vous parler en particulier de comment est-ce qu'on peut amener la génomique avec nous dans la forêt pour faire nos identifications et nos diagnostics. Donc, on vit à l'ère de l'Anthropocène, évidemment. L'humain change la planète de façon irréversible ça cause des défis importants pour les forêts. Il y a la domestication, évidemment. On plante des arbres, puis on choisit les arbres qu'on plante, donc on réduit la diversité, un peu comme ce que David décrivait avec le cannabis. Mais on fait ça au niveau des forêts. On a les changements climatiques qui menacent nos forêts. On ne sait pas exactement ce que les forêts vont vivre dans les 50 prochaines années, mais c'est sûr qu'il va y avoir des défis importants. Et puis, évidemment, les forêts sont bombardées d'insectes et pathogènes envahissants. On en a des exemples à chaque année. Et puis, c'est là-dessus que je veux me concentrer aujourd'hui. Les autres sujets sont super intéressants, mais je vais me concentrer sur les espèces envahissantes. Donc, on sait que la mondialisation est la grande responsable des épidémies d'espèces envahissantes. C'est des cartes qui nous montrent le voyage aérien et maritime sur la planète. Donc, tout est connecté. La planète est devenue très petite. On peut sauter dans un avion puis traverser la planète, évidemment, avant COVID. Durant COVID, tout ça, ça a ralenti, mais quand même. Et puis, les espèces envahissantes comptent en fait sur ce transport gratuit-là pour se déplacer. Évidemment, ils font ça en tant que voyageurs clandestins. En fait, les façons dont ils se transmettent ou dont ils voyagent, les espèces envahissantes, c'est beaucoup avec les produits du bois. On parle du bois d'arrimage, ce qu'on appelle en bon québécois des crêtes. Du bois de faible qualité qui est utilisé pour transporter, faire des boîtes, transporter le matériel, que ce soit des téléphones cellulaires ou des voitures. C'est tout ça dans des boîtes qui contiennent du bois, puis du bois de mauvaise qualité qui est souvent infesté par soit des insectes ou des champignons. On a aussi l'autre gros responsable des introductions, c'est les plantes qu'on fait venir. Évidemment, quand on fait du jardinage, ce n'est pas des plantes indigènes qu'on achète. On aime ça acheter des plantes exotiques. Ces plantes exotiques-là ne viennent pas d'ici. Souvent, ils viennent d'Asie, ils viennent d'autres parties de la planète. Et puis, c'est une grosse source d'invasion. Évidemment, quand on a une invasion, on peut avoir des dégâts irréversibles au niveau des écosystèmes. Une rouille ici, c'est un pathogène qui s'appelle la rouille vésiculaire du pin blanc qui a pratiquement éliminé le pin blanc de notre paysage forestier. Le pin blanc qui était une espèce très, très importante. Avant, quand Jacques Cartier est arrivé en Amérique du Nord, il y avait du pin blanc partout, de chaque bord du Saint-Laurent. Maintenant, c'est une espèce rare. On en plante à peu près moins qu'1% par année. Et puis, cette espèce-là était vraiment décimée par la maladie exotique et ça affecte les écosystèmes complets. Puis maintenant, la rouille, le pathogène est rendu en haute altitude, ici sur la côte ouest. Et les pins jouent un rôle écosystémique vraiment important parce qu'ils donnent, en fait, les noix de pin. C'est une des sources de nourriture très, très, très importantes pour les eaux grizzlies. Et donc, les eaux grizzlies sont plus affamées, ils descendent plus dans la vallée. Et puis, pour interagir avec les touristes,
On a aussi tout un aspect de prévention d'érosion que les pins jouent en haute altitude, qui est menacé là, par cette maladie-là. Et puis donc, une fois que c'est sorti, ces maladies-là, c'est difficile de les contrer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de prévention. Et une once de prévention vaut mieux qu'une livre de lutte à grande échelle. Je pense que le petit graphe ici dit tout. C'est intuitif. Là. Si on découvre une espèce envahissante puis on peut l'éliminer dès qu'on la découvre, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace que si on attend. Une fois que c'est répandu, une fois que c'est comme la grille du frame, c'est partout, les coûts, ben là, ça monte d'un milliard de dollars. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment là, la prévention. Et puis ça veut dire ben, faire des inspections, comme cet inspecteur-là, par exemple, qui se promène et essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas des semis qui nous ont été introduits de la Californie, qui ont des taches foliaires, qui pourraient transporter un pathogène exotique qui pourrait menacer nos forêts. Un des défis que rencontrent ces inspecteurs-là, c'est que, en fait, ça demande une identification rapide, précise, pour l'aide à la décision. Il faut savoir, cet insecte-là que je regarde ou cette tache-là sur une feuille d'érable, est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on a? Est-ce que c'est indigène? Est-ce que ça fait partie des écosystèmes naturels forestiers ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas là, qu'on n'avait pas avant? Et puis qu'il faut donc contenir. Alors, c'est là où la puissance de la génomique vient à notre rescousse. On est dans une révolution, évidemment. La génomique, maintenant, on en parle à tous les jours, à l'ère du COVID. Et puis, la génomique peut être utilisée pour les approches de détection des ravageurs forestiers, tout comme on les applique pour détecter la COVID et puis suivre la dissémination des différents variants. On fait exactement ça avec la génomique au niveau des pathogènes et des ravageurs forestiers. Donc, pour nous, là, ça nous donne accès à une boîte d'outils qui est vraiment fantastique. On a lancé un projet qu'on appelle BioSafe, Biosurveillance of Alien Forest Enemies, dont le but est de développer ces outils-là à partir de la génomique pour prévenir les invasions et puis prédire les risques des invasions d'espèces envahissantes. Je ne vous en dirai pas trop parce que c'est un projet qui est quand même large et complexe, là, mais juste pour vous dire un peu ce qu'on est capable de faire, on a par exemple la fameuse spongieuse asiatique là, qui menace nos espèces feuillues. Qui a été introduite, mais il y a deux espèces ou deux sous-espèces de la spongieuse. Il y en a une qui nous provient d'Europe, qui est bien établie, puis l'autre qui nous proviendrait d'Asie, mais qui n'a pas encore été introduite. Puis on essaie donc de prévenir l'invasion de cette espèce asiatique-là qui vraiment changerait la donne parce qu'elle peut s'attaquer aux conifères, pas juste aux feuillus. Et donc, on a des échantillons qui viennent partout dans la planète pour lesquels on a fait des séquençages d'ADN. Et puis Sandrine l'étudiante qui a travaillé sur ce projet-là. Et on est capable d'avoir des profils génomiques qui nous permettent de prédire en fait la capacité de vol d'un inconnu. Par exemple, si on trouve une chenille dans nos trappes, on est capable de prendre un profil génomique et puis de déterminer la capacité de vol et puis si cette espèce-là est présente au Canada. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours, mais le sujet de ma présentation aujourd'hui, c'est pour vous dire que ça, c'est super intéressant, mais ça requiert des laboratoires, ça requiert une expertise compliquée, dans le fond, pour faire ce genre d'analyse-là. Et puis, en foresterie, ben, on n'a pas toujours ça, parce que quand on fait nos échantillonnages, quand on fait notre monitoring, on est souvent à 500, 600 km du laboratoire le plus proche. Donc, nous, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut amener le laboratoire avec nous sur le terrain? Et puis, on a inventé une méthode qui nous permet de faire les analyses d'ADN sur le terrain. Je vous montre ici la photo avec la bûche. La bûche, c'est mon banc de laboratoire. J'ai tout mon matériel pour faire l'extraction et l'amplification de l'ADN à partir du matériel
suspect. Et puis, je peux obtenir les résultats directement dans le bois. Tout ce qu'on a, on n'a même pas besoin de connexion satellitaire, mais on peut tout faire en fait sur le site. Je vous donne un peu plus de détails. Donc, on peut prendre n'importe quel matériel. Ça peut être des papillons qui ressemblent à des spongeuses, ou ça peut être des branches infectées qui ont un renflement qui ressemble à des rouille vésiculaise. On prend un petit bout, il faut prendre des petits bouts parce qu'on parle d'ADN, on ne peut pas avoir des grosses branches, là. Et puis, juste assez pour faire nos extractions d'ADN, pour faire nos analyses. Ensuite, on a développé une méthode super simple pour faire l'extraction d'ADN sans instrument, sans que ça soit coûteux. On peut faire ça dans un petit tube directement sur place. Et puis, on utilise un instrument portable qui marche et qui fonctionne à batterie, dans lequel on met nos échantillons directement pour faire l'amplification de l'ADN à base de la méthode de PCR que tout le monde connaît maintenant parce que c'est ça qu'on utilise pour la COVID. Et on peut lire nos résultats directement sur une appli sur notre téléphone portable. Et c'est tout ça en moins de 2 heures. Donc, on peut aller chercher nos échantillons, on peut aller au Starbucks s'il y a un Starbucks et puis attendre que nos résultats sortent pour aller faire la deuxième ronde d'échantillonnage. Donc, tout ça vraiment très, très rapidement. Et la beauté, c'est qu'étant donné qu'on a un téléphone portable, on peut analyser nos résultats en temps réel dans les nuages, le cloud, pour vraiment avoir un monitoring en temps réel. Donc, ma vision du futur, c'est que les techniciens forestiers vont avoir leur instrument, ils vont être sur le terrain, puis ils vont savoir en même temps. Ils n'auront pas besoin d'attendre 6 mois, comme on le fait en ce moment, pour savoir est-ce qu'on a trouvé des échantillons qui ressemblent à de la spongieuse en Alberta ou dans le sud de la Colombie-Britannique. On va avoir tout ça en temps réel. Donc, c'est un peu ma vision de l'avenir. Et puis, je pense que j'ai pas mal tout utilisé mon temps. Antoine, je vous quitte. Ah, bah, il te reste 3 minutes encore. Ah, j'ai 3 minutes? Ah, bon, oui, là, si tu as encore des choses à dire. Je peux continuer comme ça. C'est comme tu veux. Ben, en fait, c'est vraiment pour dire que la méthode peut être appliquée à n'importe quelle espèce. Là, je vous parle des ravageurs forestiers, mais ça peut être aussi des plantes envahissantes. Par exemple, on a beaucoup d'intérêt des municipalités. Les municipalités sont très intéressées par ces approches-là. Et puis, ils ont des problèmes avec des plantes envahissantes. Donc, en fait, tout matériel biologique qui possède de l'ADN, on est capable de développer des tests qu'on peut faire sur le terrain. On a aussi les gens qui travaillent sur les grenouilles qui sont attaquées par une maladie. Donc, on est en train de développer des outils aussi pour pouvoir détecter les maladies des grenouilles. Donc, et puis, c'est ça. Ça, c'est les fameuses montagnes juste au nord de Vancouver. Si vous connaissez Vancouver, ça s'appelle les Lions. Ça ressemble à deux oreilles de lion de loin. Et puis, c'est un endroit magnifique pour aller faire de la sylvothérapie.